Spartacus, 1919, Berlin. O Spree Athen, o Spree Athen, o wie viel Blut hast du gesehen auf deinem Friedrichsfelde ruht, so manches tapferes Spartacus Blut. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée de présentation de l'ouvrage de Jean-Nima Ducange qu'on est heureux d'accueillir, donc soirée organisée sous l'égide de Propagande, pour présenter donc l'ouvrage La République ensanglantée, Berlin-Vienne aux sources du nazisme. Donc dans cet ouvrage, vous analysez cette période d'instabilité politique qu'ont été les années 1818-1921, les années qui sont celles donc juste après la Première Guerre mondiale, en Mitteleuropa, c'est-à-dire en Europe centrale germanophone, voilà, si on veut. Et donc je voulais commencer la soirée sur le titre. Est-ce que vous pourriez expliquer La République ensanglantée, en particulier le sous-titre « Berlin-Vienne aux sources du nazisme ». Alors pourquoi j'ai choisi ce titre-là ? Ça me paraissait important de revenir sur l'histoire effectivement de la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne, dans la Mitteleuropa, donc aussi en Autriche, en Hongrie, partout où il y a eu des expériences révolutionnaires importantes. Alors évidemment, il existe déjà toute une série de livres sur ces questions-là, mais globalement, la plupart des historiens qui évoquent cette période-là ont tendance plutôt à minorer l'aspect révolutionnaire de la période, notamment de ces années-là. À minorer les aspects révolutionnaires de cette période, et à minorer du coup le fait qu'il y ait eu des mouvements révolutionnaires, et que si on veut analyser les mouvements contre-révolutionnaires qui ont surgi en réaction à cette révolution, si je puis dire de manière un peu schématique, il y a une dialectique entre révolution et contre-révolution, et si on ne connaît pas bien la révolution allemande, la révolution autrichienne, la révolution hongroise, bon je ne vais pas dire à chaque fois les pays, mais disons que la révolution qui a lieu en Europe centrale à ce moment-là, eh bien on ne comprend pas la suite des événements. Et parmi les événements qui sont minimisés, bon, d'abord, il y a un débat autour de est-ce que c'est une révolution ou pas, quelle profondeur a cette révolution à la fin de la Première Guerre dans les pays concernés. Et notamment, je prends cet exemple-là, qui explique aussi le titre sur le côté ensanglanté. Ce n'est pas qu'une révolution, je ne sais pas quoi, parlementaire, politique et autres. C'est une véritable guerre civile qui a lieu à ce moment-là dans une grande partie de l'Europe. Et qu'au milieu de cette guerre civile, il y a des expériences politiques tout à fait intéressantes, qu'on a tendance à minimiser ou à réduire à certaines réalités matérielles, qui sont les conseils ouvriers. Alors on pense aux soviets en Russie, c'est le mot le plus connu bien sûr, mais il y a l'équivalent en allemand, donc Räte, le Rätebewegung, donc le mouvement des conseils ouvriers. Et ce mouvement des conseils ouvriers a eu une importance très forte dans un certain nombre de pays à la fin de la Première Guerre, et ça me paraissait important de rappeler que, bien sûr, qu'il y a eu des conseils ouvriers et de soldats qui ont avant tout été des conseils pour gérer la situation matérielle à la fin de la Première Guerre, pour aider à la distribution alimentaire, trouver des logements pour les soldats qui revenaient. Tout ça est évidemment important, mais il y a aussi des fractions de ces conseils ouvriers qui prétendaient, entre guillemets, prendre le pouvoir, se substituer aux institutions parlementaires classiques. Voilà, c'est tout cet ensemble d'expériences-là politiques que je voulais restituer. Et effectivement, si le mot nazisme figure dans le titre, bon, c'est parce que, si je puis dire, tout le monde connaît la fin de l'histoire, mais je voulais prendre sous cet angle-là, si vous voulez vraiment comprendre, parmi les éléments qui permettent d'analyser le nazisme, je n'ai pas prétention à tout expliquer, il y a l'échec de cette expérience révolutionnaire. Et c'est moi, si j'ai mis aussi la question de la République en titre, c'est parce que pendant tout le 19e siècle avant, le mouvement ouvrier allemand, autrichien, hongrois, enfin de ces pays-là, avait un objectif minimal qui était d'avoir une république, et donc au moment où il y a cette république à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est là où il y a toute une série d'expériences politiques, etc. Donc c'était ça un peu que je voulais, mon point d'entrée c'était ça, voilà, de restituer à un public français qui souvent connaît assez mal cette expérience révolutionnaire-là, toute une série de faits, puis après j'ai choisi un certain nombre de thèmes, voilà, révolution contre révolution, j'ai déjà dit, la question du rapport à la Russie, qui est évidemment décisif à ce moment-là, la question de l'antisémitisme, qui est évidemment très importante pour comprendre l'émergence du nazisme, mais de restituer l'antisémitisme au moment de la période révolutionnaire, et puis après, le rapport aussi à la question coloniale, auquel on ne pense pas nécessairement. L'Allemagne était une puissance coloniale secondaire par rapport à la France et à la Grande-Bretagne, mais une puissance coloniale quand même, et ça joue dans les rapports de force à ce moment-là. Donc voilà, c'était un peu ça l'objectif de revenir. Et puis ensuite, voilà, il y a aussi, comme ça
prétend être un ouvrage qui s'adresse à un public assez large. J'ai restitué les différents courants politiques, la social-démocratie allemande, pourquoi a été créé un parti communiste en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, les différentes tendances, les courants entre guillemets gauchistes qui sont qui sont le plus hostiles aux partis politiques et aux syndicats, qui pensent que les conseils ouvriers pourraient se substituer à tout. C'était ça, voilà, l'objectif, de reprendre toute la période pour restituer tout son foisonnement, sans minimiser le fait qu'effectivement c'est une période sanglante de guerre civile, d'affrontements, pas uniquement entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, mais aussi des fractions entières de la population qui s'entretuent, parce qu'il y a des enjeux véritablement importants qui se jouent à ce moment-là. D'accord. Alors, il y a un des aspects assez originaux de cet ouvrage, en tout cas qui moi m'a beaucoup intéressé, c'est celui du rapport à l'orientalisme. Oui. Vous parlez de l'orientalisme, donc avant 1914, avant 1918, oui. Le centre des mouvements subversifs, si on peut dire, c'est plutôt l'axe Paris, Londres, Berlin, c'est-à-dire l'Europe plutôt occidentale. Et à partir de et encore en 1914, certes, il y a eu 1905 et la première révolution en Russie, mais disons, la subversion vient plutôt du côté français, si on voulait un peu schématiser. Oui, bien sûr. Et après 1918 et après la révolution 1917, la menace vient de l'Est et vient surtout, entre guillemets, des barbares, puisque c'est bien comme ça qu'ils sont désignés parfois au sein de la société allemande, enfin au sein des sociétés germanophones. L'Orient effraie beaucoup plus que l'Occident, si je puis formuler les choses de manière un peu schématique. Et la crainte révolutionnaire vient de ce côté-là. Est-ce que vous pourriez approfondir ce thème de l'orientalisme, montrer en quoi il est central pour comprendre cette période? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement un des aspects que je développe qui relève plus peut-être de la relative nouveauté plutôt que de la synthèse. Il y a des chapitres où je restitue d'abord le cadre de la Révolution allemande pour qu'on comprenne de quoi on parle, la guerre, la débâcle militaire, etc. Mais il y a un enjeu effectivement spécifique qui est le rapport à la Russie et à l'Est des pays germanophones. Alors évidemment, je vous rappelle que l'Allemagne et la Russie étaient tout à fait, comment dirais-je, en guerre pendant cette période-là, donc c'est un des éléments qui explique la vive hostilité, mais cet élément-là doit être restitué sur le temps long, ce que j'essaye de faire, où effectivement vous avez une russophobie et une hostilité à l'empire des tsars, alors notamment à gauche pour des raisons politiques, parce que c'est le bastion de la réaction. Marx, pendant longtemps, est vraiment très très hostile à tout ce qui peut être russe, parce que justement le tsar et l'empire russe, c'est ce qu'il y a de plus horrible. Alors Marx a d'ailleurs évolué à la fin de son existence et a cherché à établir des contacts avec des révolutionnaires russes, à un regard plus distancié sur cette question. Mais quand vous plongez véritablement dans la propagande, sans connotation péjorative justement, avant 1914, de toute une série de courants politiques germanophones, quand vous vous plongez dans la propagande à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la question décisive de la révolution russe et de ce que représente le bolchevisme, mais il est clair que l'hostilité au bolchevisme, qui est une hostilité politique, par exemple pas du côté de la social-démocratie, cette hostilité est redoublée par un orientalisme spécifique. Alors orientaliste, c'est un mot qui est un peu à la mode, hein, ça vient des sciences sociales, ça vient d'Edouard Saïd à la fin des années 70, pour dire, voilà, l'Occident a façonné un regard négatif sur l'Orient avec toute une série de stéréotypes politiques, économiques, sociaux, etc. Et là, effectivement, on est dans une phase où, alors que l'Allemagne, par le traité de Versailles, perd ses colonies, donc perd colonies africaines, donc est réduite à une puissance militairement vaincue sans ses colonies, et par ailleurs extrêmement effrayé par ce qui se passe donc en Russie bolchevique, là je crois qu'il y a effectivement un nœud qui est très important et qui permet de comprendre une hostilité spécifique que vous retrouvez bien sûr chez les hommes politiques, mais aussi chez toute une série d'écrivains. Thomas Mann, je cite son journal par exemple, vous lisez ça aujourd'hui, ça paraît assez accablant, c'est vraiment de l'hostilité anti-bolchevique bien sûr, mais on pense qu'il y a quelque chose de quasi très essentialiste de s'opposer en permanence à la Russie sous toutes ses formes. Et vous avez même, alors je prends enfin c'est pas des anecdotes, hein, c'est de la presse de l'époque, où il y a quasiment des choses complètement fantasmées, où quand il y a des cadavres de révolutionnaires allemands par exemple, les gens regardent pour voir si c'est pas des Russes derrière, donc ils regardent la peau, ils disent vous êtes sûr que c'est pas un Russe, etc. Alors, ça prend des proportions absolument incroyables. Et quand vous vous plongez véritablement dans les sources, vous vous rendez compte à quel point cet élément-là a joué un rôle décisif pour la recomposition politique au début des années 1920.
Alors, bien sûr que l'on savait déjà qu'il y avait de l'hostilité à la Russie, que le modèle bolchevique, une grande partie de la gauche allemande l'a refusé au départ, mais si encore une fois, vous regardez tout ça de près, vous vous rendez compte à quel point c'est central. Et effectivement, la russophobie a une longue histoire. Ce que je dis à un moment donné, c'est que, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire que les gens deviennent hostiles à la Russie subitement parce qu'il y a tel ou tel événement. C'est ancré sur longue durée. Je crois que j'ai cité dans le livre aussi même des propos d'Heinrich Heine, par exemple, le poète très célèbre qui était proche de Marx, qui quand vous lisez certains passages, des extraits, c'est vraiment tout le mal vient de là, si vous voulez. Et cette question est redoublée aussi par quelque chose qui vous surprendra peut-être moins, mais qui est essentiel, qui est l'antisémitisme. Alors l'antisémitisme a été cultivé par toute une partie des élites au XIXe siècle, tout ça est bien connu, etc. Mais là, vous avez un tir croisé, si j'ose dire, entre l'hostilité à la Russie et l'antisémitisme, parce que alors vous avez un historien, Ernst Nolte, très contesté à juste titre, qui, entre guillemets, vient à justifier le nazisme en disant, regardez, c'est une réaction négative au bolchevisme, donc si les Allemands se sont plongés dans le nazisme et l'ont soutenu, c'est parce que vous vous rendez compte, le bolchevisme c'était tellement horrible, et en même temps le nazisme emprunte au bolchevisme, c'est une thèse évidemment éminemment contestable, mais je trouve qu'il fallait la restituer pour la critiquer, parce que les gens disent Nolte c'est nul. Oui, je ne suis pas d'accord avec Pas tout le monde. Pas tout le monde, non, non, les ex-Trotsky du genre de Courtois, le livre noir du communisme, le livre noir du communisme, oui, mais il a été les deux. Mais Nolte a été traduit. Pour eux, Nolte, tout ce courant-là, Nolte, c'est leur historien de référence. Tout à fait. Mais il y a quand même pas mal de gens qui disent pas que c'est nul. C'est les staliniens qui disent que c'est nul, Nolte. Voilà. C'est autre chose. C'est le contraire. Alors voilà, j'ai perdu le film, mais je vais le retrouver. Ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est que Nolte dit qu'il y a un noyau rationnel de l'antisémitisme. Vous comprenez, l'antisémitisme, s'il s'est développé, c'est parce que objectivement, les bolcheviks et le mouvement ouvrier a donné des positions de pouvoir aux juifs. Et il y a l'exemple par exemple de la République des conseils hongroises. Alors je rappelle, pendant quelques mois en 1919, les communistes, en alliance avec les sociodémocrates, dans une sorte de parti unique qui dure peu de temps, ont le pouvoir en Hongrie, une république des soviétiques, brève en Hongrie sous la houlette de Béla Kun. Et vous avez effectivement, parce que dans le mouvement ouvrier, il y avait beaucoup de juifs qui étaient investis, parce que tout simplement aussi, ils ne pouvaient pas aller dans les autres partis politiques, qui se retrouvent au pouvoir. Et donc là, il y a un antisémitisme qui est vraiment hallucinant quand vous vous replongez dans cette période-là, et qui fait l'amalgame communisme, bolchevisme, antisémitisme, juif, bien sûr. Et ce qui est intéressant quand vous regardez ça de près, jour après jour, dans la presse, c'est comment ça se construit et comment c'est véhiculé en permanence dans ce contexte révolutionnaire. D'où, encore une fois, la nécessité, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est même à propos des mémoires multiples et variées, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent leurs mémoires sur ce qu'ils ont vécu pendant la guerre et pendant la Révolution, c'est normal, d'essayer d'aller de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique, et vous avez, si j'ose dire, une sorte de cocktail qui est vraiment très intéressant, entre tout ce que je viens de dire donc sur l'antisémitisme, l'hostilité au bolchevisme, et en même temps, du côté du mouvement ouvrier, toute une série d'expériences dans les conseils ouvriers, toute une série de militants investis pensant que là, la révolution peut aller jusqu'au bout. Il faut avoir en tête, puisqu'on a parlé des Russes, que les bolcheviks comptaient énormément sur la victoire de la révolution allemande. Il y a plein de textes de Lénine, de toute une série de dirigeants russes. Absolument. Enfin. Ça, les bolcheviks là-dessus étaient tous d'accord, indépendamment des divergences qu'ils ont eues après. C'était la révolution, ça devait être dans le pays où le mouvement ouvrier était le plus fort. En gros, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie d'ailleurs. C'est pour ça que je dis, c'est pas du snobisme à monde germanophone, Mittel Europa, etc. Ça fait un peu mode, mais réellement, là aussi, moi je pars des sources, je suis historien, il y avait une sorte de projet qu'on voit se dessiner à un moment donné, quand il y a la République des conseils ouvriers à Munich, quand il y a la République des conseils ouvriers à Budapest, quand une partie de l'Autriche semble prête à basculer, etc. Il y avait l'idée de faire une sorte d'union soviétique de la Mittel Europa, qui aurait été une sorte de complément à ce qui devient ensuite l'URSS, etc. Tous ces projets-là ont existé pendant quelques mois et étaient présents à l'esprit. Donc ça me paraît important aussi de restituer. Au milieu, donc des projets en positif pour émanciper le genre humain, qui reprenaient les idéaux du mouvement ouvrier depuis 1848, mais au milieu, encore une fois, d'une guerre civile absolument implacable, qui se joue sur le sol allemand et qui se joue à l'extérieur. Alors, j'ai pas restitué tout, alors j'essaye dans les premiers chapitres de le faire, parce que c'est un peu compliqué. Novembre 1918, c'est pas à proprement parler la fin de la guerre. Bien sûr qu'il va y avoir la guerre civile en Russie, mais du côté de l'Est, pour toute une partie de l'état-major allemand défait, il faut continuer à se battre contre les Russes pour reconquérir les pays baltes qu'ils considèrent comme étant dans le giron de l'Allemagne, etc., etc. Et tout ça
Et alors vous allez dire, oui, alors faut se resituer, donc hein. C'est important parce que les acteurs de l'époque le savaient, ils ne sont pas là à se rappeler tous les matins, ah oui, les généraux allemands veulent encore conquérir un certain nombre de territoires, ils sont écœurés d'avoir perdu leur colonie, mais plein de gens, j'avais fait des débats en 2018, c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là d'ailleurs, quand il y a eu le centenaire de la Révolution allemande, les gens souvent oublient un peu ces dimensions-là, le fait que, oui, un des motifs, un des grands arguments du nationalisme allemand, dès 19, c'est de dire l'Allemagne n'a plus de colonies, on s'est fait voler nos territoires par les autres puissances occidentales et qui jouent énormément là-dessus. D'ailleurs, une partie du SPD est clairement favorable. Alors, le SPD ne s'oppose pas aux mouvements radicaux conseillistes sur des bases antisémites, ça c'est plutôt... Non, très peu, marginalement. Ils sont teintés de russophobie, si on complètement. Oublie, mais par contre, la question coloniale... Ils y sont plutôt favorables en fait. Oui, vous avez même une association, Verband, je ne sais plus exactement le nom, c'est dans le livre, dans les années 20, qui unit des députés au Reichstag, donc le Parlement allemand de l'époque, où il y a tous les courants politiques, sauf le Parti communiste, et ils sont tous, on dirait dans le vocabulaire français aujourd'hui, c'est comme la nostalgie, vous savez, des anciens partisans de l'Algérie française, vous avez ceux qui sont nostalgiques de l'empire colonial allemand, et qui estiment qu'à terme, et donc il y a une mémoire, vous avez des anciens fonctionnaires coloniaux allemands qui étaient là, une mémoire en positif, et vous avez effectivement un arc politique assez vaste. Alors, tout le monde au SPD n'est pas comme ça, mais des membres éminents du SPD sont membres de ça. Et d'ailleurs, ça c'est pas un débat d'après-guerre, hein. Avant 1914, vous aviez un débat très violent, d'ailleurs, dans le mouvement ouvrier, pas qu'en Allemagne, mais évidemment en Allemagne, c'était particulièrement présent parce que l'Allemagne est devenue une puissance coloniale très tard, vivement, à la fin du 19e siècle, et donc les courants politiques ont été obligés de se positionner, et dans le SPD, vous en avez certains qui étaient évidemment hostiles à la colonisation la plus violente, mais qui étaient pour une colonisation, on va dire, positive, modérée, qui voulaient réformer l'empire colonial dans un certain sens. Vous dites même que en 1914 encore, d'une manière générale, le mouvement ouvrier n'est pas encore sur des positions anti-impérialistes, anticoloniales. Non, il y a un débat. Ça se dessine clairement à partir de 1917-1918. Tout à fait. L'impérialisme est un débat d'avant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a un congrès de l'Internationale socialiste qui devait se tenir à Vienne en août 1914, qui n'a jamais eu lieu parce que la guerre était déclenchée, donc là l'internationalisme proclamé avait totalement failli, disparu. Et un des points qui était à l'ordre du jour, parce qu'ils avaient déjà imprimé les plaquettes hautes, c'était de débattre de l'impérialisme, notamment à partir de l'ouvrage d'Hilferding, dont Lénine parle d'ailleurs dans L'impérialisme, la suprême du capitalisme. Et on a même par exemple les traces, on a quelques notes par exemple de Jean Jaurès, qui est évidemment assassiné juste avant, qui avait commencé à lire Hillferding et qui devait être un des rapporteurs du rapport, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est redondant, mais sur l'impérialisme que l'internationale socialiste devait livrer en août 14. Évidemment, si je puis dire, l'impérialisme s'est manifesté directement dans la guerre, donc il n'y a plus de débat. Mais le débat avait commencé avant le 14. Et il prend une tournure politico-théorique marquée, hein. Je crois que je le dis, je ne sais plus si je l'identifie parce que je le fais en cours tous les ans en plus, mais impérialisme, l'adjectif impérialiste existe dès le Second Empire en France et désigne à l'origine la politique de Napoléon III. Et en fait, l'adjectif se politise progressivement à la fin du 19e dans un contexte donné. D'accord. Alors, dernière question et après je donnerai la parole à la salle. Quelle a été en gros la postérité, enfin vous le dites dans le livre, c'est l'objet du dernier chapitre, mais la postérité de ces mouvements révolutionnaires de 1810, cette période en gros, vous la marquez, donc c'est 1918, 1921, 1922, quelle a été sa postérité jusqu'en 1933 ? Y avait-il des restes ? Oui, alors, c'est effectivement ce que je voulais montrer à la fin, parce que, bon, il y a un débat sur révolution par révolution. Ce que j'essaye de dire, c'est que ceux qui sont dans la bataille rangée de l'époque, entre 18 et jusqu'en 23, bon, alors ça se discute, est-ce que l'action de mars 21, est-ce que le traité de Rapallo entre la jeune Russie soviétique et l'Allemagne de Weimar, est-ce que c'est ça qui marque la révolution, ou est-ce que c'est la dernière tentative d'octobre 23? Il y a un débat, mais enfin, il y a une période révolutionnaire, on peut dire. Et on va dire, qu'est-ce qui se passe entre 23 et 33, effectivement. Alors, ceux qui ont perdu, tout le monde a perdu à ce moment-là, ceux qui étaient les plus radicaux, révolutionnaires, etc. Donc certains, évidemment, restent ou adhèrent même d'ailleurs au Parti communiste. Il faut savoir que le KPD était un parti très puissant à la fin des années 1920, après la crise de 29. C'est un des partis, c'est lui qui bénéficie le plus, entre guillemets,
électoralement et au niveau militant de la crise de 29 avec le parti nazi. Donc il n'y a pas un parti nazi qui monte comme ça tout seul et qui écrase tout le monde d'un seul coup. On pourra revenir sur l'année 33 et comment il les écrase. Donc je voulais d'abord rappeler ça. Dans la conclusion, je rappelle qu'effectivement des historiens qui ont fait vraiment un décompte du communisme estiment que, au-delà des bons résultats, etc., il y a quelques centaines de milliers, voire petits millions d'Allemands qui sont passés par le communisme avant 1933. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez une aile gauche dans la social-démocratie qui est hostile au Parti communiste pour toute une série de raisons et qui estime que si on doit raviver la flamme révolutionnaire, ça se joue là. Vous avez notamment des exclus du KPD qui sont là. Et puis vous avez quand même une myriade de petits groupes, pas totalement négligeables, qui ont été explorés par différents historiens allemands, conseillistes, néo-conseillistes, très peu de groupes trotskistes en Allemagne, mais quelques-uns, et toute une partie, une nébuleuse, on pourrait dire, issue de ceux qui estiment que pour relancer le processus révolutionnaire, il faut réanimer les conseils ouvriers. Et je dirais juste une dernière chose avant de passer au débat. Ce qui est intéressant, c'est que ces conseils ouvriers, ça paraît toujours un peu abstrait. Je me dis, comment ça fonctionnait, bonjour, qu'est-ce qu'on fait dans le conseil ouvrier? Ce serait une démocratie? Non, mais c'est vrai. Donc j'ai fait un chapitre, j'ai même pris des études locales, et là je cite les collègues allemands, parce qu'ils sont quand même emmerdés, hein, si je peux dire, ils ont regardé les archives locales. Là, ils prennent l'hôtel de ville, après ils s'installent, comment ils font, prend toute une série d'exemples en Allemagne. Ça n'existe plus effectivement après 23, mais j'ouvre le livre par ça. Ce qu'il faut voir, c'est que là, en novembre 18, proclamation de la République, début du mouvement révolutionnaire, conseil ouvrier, et en même temps, le 15 novembre 18, l'accord Stinnes-Legien, personne ne sait ce que c'est, mais en Allemagne c'est relativement connu, et ça a été célébré en grande pompe en 2018, c'est l'accord, entre guillemets, qui marque le début, je fais de la théologie, si je puis dire, du dialogue social à l'allemande, c'est-à-dire patronat et syndicats doivent se mettre d'accord sur toute une série de points. Et donc ils vont mettre en place des institutions, je rentre un peu dans les détails dans le livre, dans la première constitution de Weimar et à la suite, pour essayer d'institutionnaliser, assez intelligemment de leur point de vue, les conseils ouvriers, pour dire, bah oui c'est bien, il faut que les ouvriers aient le choix d'un certain nombre de choses. Mais ces conseils vont devenir, si je traduis en français en gros, des sortes de comités d'entreprise qui discutent avec le patronat, etc. Et certains, quand vous faites des études locales, et puis bon, en plus l'Allemagne il y a une grande tradition d'études régionales, donc il y a plein de petites études partout, et ben vous voyez que certains militants, un peu désarçonnés, puis je dis c'était la guerre civile, hein, certains ont perdu les frères, les sœurs, les pères, donc ils s'investissent dans ces comités-là, qui sont des comités pourtant de collaboration de classe, on pourrait dire en termes marxistes, mais ils se disent, si ça repart la guerre civile, et si ça repart la révolution et autres, eh bien c'est au sein de ces conseils que ça pourra jouer. Et vous avez il y a, que je cite aussi, une très belle anthologie des années 70 qui avait publié des Allemands de l'Ouest, de textes dans ces entre guillemets comités d'entreprise, où vous voyez des militants qui essaient de réactiver et de dire voilà, nous nous opposons au patronat le jour où... Et ça c'est assez intéressant, c'est assez peu connu, parce que les conseils ouvriers ne disparaissent en tant que fonction... en tant qu'organe très démocratique, on pourrait dire, mais dans l'esprit des militants qui ont survécu à cette période-là, pour eux, si ça doit repartir, ça sera un des instruments du pouvoir ouvrier à venir. Alors, je sais bien que c'est pas comme ça que ça s'est terminé, mais en 25, 26, 27, 28, ils y croient encore. Et en 29, ils y croient beaucoup, parce que la crise, dans un premier temps, la crise de 29, radicalise toutes les sociétés, une grande partie de la société allemande, et il y a un phénomène relativement similaire en Autriche, et à ce moment-là, la polarisation politique fait que certains pensent que la révolution est imminente, ce qui à mon avis sera aussi une des raisons de l'illusion d'un certain nombre de communistes de penser que parce que ça se radicalise, que ça va automatiquement leur bénéficier. Mais c'est un débat. Bon. Avant de passer aux questions... Ouais. Là du coup on est passé tout de suite aux questions. Tu voulais pas faire une présentation complémentaire ou Non, parce que les questions... Oui, je pourrais rajouter éventuellement quelques éléments, mais là les questions correspondaient aux objectifs du livre. Non, ce que je pourrais juste dire, pour dire l'objectif du livre, j'avais... En 2018, donc je le disais, il y a eu toute une part, c'est passé assez inaperçu en France. J'ai fait quelques conférences à droite à gauche ici, en France, donc un peu en Allemagne et en Autriche, souvent avec des structures syndicales ou politiques, sur voilà, qu'est-ce que c'était cette révolution, est-ce qu'il y a une révolution ou pas, hein. Parce qu'il y a toute une réécriture en Allemagne et en Autriche du roman national de leur pays, disant oui, alors il y a eu une période difficile, etc., mais c'est pas vraiment une révolution, d'ailleurs les conseils ouvriers c'était pas si radical que ça, voilà, bon, donc il y avait un enjeu un peu comme ça, et puis en fait plein de gens me disaient ah, mais est-ce que vous avez écrit un livre là-dessus, c'est intéressant, et puis j'ai dit bah non, j'ai pas écrit de livre, j'ai fait des articles à droite à gauche, mais... Et donc du coup je me suis dit,
Et je voulais le faire depuis longtemps, mais objectivement, et je remercie vraiment les éditions Armand Collin, parce que les éditeurs souvent veulent pas de ça, parce que la Révolution allemande, ça va quand on parle du nazisme directement, de la guerre, mais alors... Un très bon éditeur, Armand Collin. C'est Oui. l'éditeur d'Annie Lacroix-Rie, entre autres. Tout à fait, voilà, pluraliste. Jean Lumas, Et ils éditent aussi des gens de tout à fait d'autres orientations. Et ils font un bon travail éditorial. Et ils pensaient effectivement que, ainsi formulé, j'ai dû le défendre, c'est normal d'ailleurs quand vous défendez, parce que l'Allemagne, la guerre, le nazi, si vous voulez, il y en a des ouvrages, je veux dire, voilà. Mais sous cet angle-là, c'était pas très connu. Et ça permet, je crois, de comprendre mieux ce qui s'est joué. Parce que si vous partez de la fin, de toute façon, ils se sont fait écraser, c'était terminé, sans expliquer comment ils y ont cru les uns les autres, et pourquoi, voilà. Et puis, il y a aussi un défaut que moi aussi j'ai, comme tout le monde, quand vous êtes spécialiste d'un truc, vous connaissez moins les autres. Alors vous êtes plus spécialiste du communisme, de la social-démocratie, ou des mouvements de droite, ou des mouvements démocrates, hein. Je parle des mouvements démocrates, parce qu'ils étaient très forts au début, ils se sont complètement cassés la gueule à la fin des années 20. Le Deutsche Demokratische Partei, le parti démocratique allemand, qui était parti de Max Weber notamment, ils ont essayé de faire une république, entre guillemets, bourgeoise, libérale, évidemment qui a complètement échoué. Mais bon, faut restituer tout ça, quoi, parce que c'est la vie politique de l'époque, et en plus, les fameuses conférences de Max Weber qui font autorité dans toute une série d'universités, c'est ça le politique. C'est souvent les mêmes qui prennent Nolte pour un excellent. Pas tous, mais certains. Oui, mais c'est souvent les mêmes pour un historien très fiable et. Expliquer qu'on ne peut pas les comprendre sans Et avoir. il y en a une des deux, Ouais. c'est le jour de la prise du Palais d'Hiver, si je me souviens bien. Oui. Donc c'est vraiment totalement contemporain Oui. de tout cela. D'ailleurs, Weber a une grande répulsion à l'égard, évidemment, du bolchevisme, mais là il parle plutôt du Luxembourg. Mais tu fais bien de le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que Weber est un marxiste. Oui, bien sûr, absolument. Non, mais moi, Si. Oui, absolument. Il est vendu comme ça, à Sciences Po notamment. Tout à fait, il est vendu comme quelqu'un de très à gauche. Moi, si vous voulez, je trouve que Max Weber, c'est tout à fait intéressant d'un point de vue analytique pour comprendre l'histoire même de la bureaucratie d'État allemand. Mais si vous suivez sa trajectoire politique, il y a de très bons ouvrages. Quand même, Max Weber, c'est le maître à penser revendiqué de Bourdieu. Il faut quand même se souvenir de ça. Bien sûr, tout à fait. Il y en a qui ne le savent pas, donc ils vont apprendre des trucs. Bon, ils vont en apprendre beaucoup plus en lisant ton livre, parce que je confirme ce que je viens de dire, Numa, je vais vous passer la parole au public évidemment, je te laisse finir, mais que là, le livre, là on apprend des choses. Hein. C'est vraiment un livre d'historien, il a bossé, et sur toute une série de débats qui ont une grande actualité, on va d'ailleurs sans doute en juger sous peu, eh bien, vous avez les éléments historiographiques sérieux, dont le moins qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, ils font largement défaut, notamment dans le milieu académique. Je te laisse. Puisse ta parole être entendue. Peut-être. Mais donc, voilà, mais maintenant, je rajouterai 2-3 éléments à la fin s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées, mais abordons. Bah vas-y. Encore, voilà. Vas-y. Disons une impression générale qui ressort de l'ouvrage, c'est le caractère extrêmement, enfin, c'est pas dit comme ça, mais le caractère extrêmement précaire de ces organisations conseillistes sur le temps long. C'est-à-dire que vous dites qu'ils essayent en gros de trouver une voie médiane entre la social-démocratie gestionnaire et le communisme soviétique, si on veut dire. Oui, en quelque sorte. Et en gros, ça marche pas. Enfin, c'est. Non. Ce qui est intéressant sur le mouvement conseilliste, ça c'est pareil. Il y a plein d'études érudites en allemand totalement inconnues ici, donc je leur rends hommage à ma manière en les restituant. Et puis j'ai été voir quand même quelques journaux, quelques sources de l'époque précisément. C'est que déjà, ça permet de comprendre l'histoire du mot gauchisme, puisque c'est le problème et le grand débat de Lénine contre le gauchisme. Est un débat qui porte sur la vie politique. Maladie infantile du communisme. Exactement. Et alors, ce qu'on appelle en allemand le Linksradikalismus, donc qui se développe à ce moment-là. Ce qui est intéressant, et moi c'est pas du tout pour dire qu'ils avaient raison, c'est pas du tout mon point de vue, mais ce qui est intéressant, c'est que en même temps que vous avez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'antisémitisme, la russophobie, toute une série de radicalisations liées au nationalisme, liées à la fin de la guerre. Vous avez sur la gauche... très actuel. Oui, bah, tout à fait. Sur un certain nombre de points, vous avez aussi une radicalisation à gauche qui n'est pas négligeable, parce que le propre, c'est ce que j'essaie d'expliquer, je prends les chiffres des organisations, des sympathisants, de ces courants conseillistes, c'est qu'en 1919, et surtout en 1920 d'ailleurs, ils ont une assise un peu de masse. Il y a des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières qui veulent se débarrasser de la société capitaliste et qui ne veulent plus de rien, sauf des conseils ouvriers, et c'est donc
c'est leur slogan, hein, c'est ni syndicat, ni parti, les conseils ouvriers. Bon, à mon avis, pas de démocratie représentative. Aucune démocratie représentative. Alors j'ai pas lu tous les congrès, hein, mais j'ai lu un congrès en entier du KAPD, le deuxième. C'est assez fascinant parce qu'il y a du monde là-dedans. C'est pas c'est pas des petits groupes de 15 personnes. Il y a du monde et on voit bien. Et ce sont vraiment des ouvriers. Ah bah complètement. Parce que la quasi-totalité de nos conseillistes actuels n'ont jamais rien foutu de leurs 10 doigts. C'est un peu plus en tout cas. Peut-être aussi. Oui, la base populaire est moins évidente. Ce sont vraiment des ouvriers. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, ça c'est à la mode en histoire, mais pour le coup c'est pas idiot pour la période, c'est que c'est beaucoup de jeunes ouvriers radicalisés par la guerre, qu'en ont marre des vieux bons syndicaux qui se sont cognés entre guillemets avant la Première Guerre. Et donc là vous avez un mouvement de la jeunesse, des classes populaires aujourd'hui, qui, pas tous hein, bien sûr, mais quelques dizaines de milliers qui se réunissent et qui veulent se débarrasser du vieux monde. Alors, donc plus de partis, plus de démocratie représentative, surtout pas de... Alors sur le syndicalisme, ils ont un débat. Ils vont d'ailleurs scissionner, bon rapidement c'est vrai, et ils vont dire non, il faut créer nos propres syndicats. Si je faisais une comparaison avec la France, un peu en mode CGT d'avant 14, un peu syndicaliste révolutionnaire, et d'autres qui disent non, il faut faire vivre toute la démocratie ouvrière, et ils sont par contre tous d'accord pour dire d'être très anti-nationaux. Alors, il faut qu'il n'y ait plus aucune référence nationale sur quoi que ce soit, etc., etc. Bon, moi, sur un certain nombre de points, il me paraît relativement délirant même, hein. Mais, ce qui est intéressant d'un point de vue historique, et qui permet de comprendre un processus révolutionnaire, qui permet de comprendre d'ailleurs pourquoi Lénine dialogue en partie avec... il y en a certains qui sont invités au premier congrès de l'Internationale communiste. Otto Rühle va en Russie soviétique hein, au début. Alors. Après, avant de se prendre ses distances radicales et d'être exclu de sa propre organisation, enfin après, tout ça finit très mal. Voilà, bref. Livre, hein, notamment sur ce... Et si vous voulez, j'essaye aussi pour que ce soit lisible, parce que c'est quand même un contexte qui est un peu loin, de prendre toujours des trajectoires individuelles, tout simplement aussi. Donc je parle pas mal d'Otto Rühle. Je parle pas mal parce qu'elle est très à la mode, très tendance, mais souvent on dit rien de ses engagements politiques. C'est Käthe Kollwitz, il y a plein de catalogues d'expositions, ses dessins, c'est vrai que artistiquement en plus je pense que c'est quelqu'un de très important, mais c'est quelqu'un qui avait aussi des engagements politiques, qui était lié familialement à la social-démocratie, qui se rapproche du communisme, qui est pas très cohérent d'ailleurs d'un point de vue politique, mais c'est intéressant à suivre parce qu'on voit que tous ces enjeux-là traversent même le milieu des arts et des lettres. Alors probablement c'est pas là où je connais le mieux, mais voilà, je pense que sur ces conseillistes, c'est une dimension qui n'est pas négligeable. Et effectivement, c'est pas une extrême gauche coupée des masses, c'est une partie des masses. Il y a même un court moment, c'est dans le livre, où les effectifs du KAPD frôlent les effectifs du KPD. C'est-à-dire que alors après, le KAPD réintègre la plupart des gens, mais suite à de multiples scissions. Mais ça, c'est une réalité. Et même moi, j'étais surpris. Je connaissais, hein, dans les grandes lignes, bien sûr. Quand vous regardez de très près, bon, vous essayez d'imaginer ces villes allemandes sorties de la guerre, il y a des contre-révolutionnaires, il y a toute une série de choses, et il y a ces gens radicalisés qui veulent abattre le vieux monde, qui veulent plus voter, quoi, enfin, qui veulent voter juste sur une base ouvrière, dans les entreprises, qui veulent retirer le droit de vote aux plus privilégiés, enfin, c'est des débats très présents. Ils font des pyramides pour la planification économique, ils imaginent toute une série de choses. C'est riche, voilà, en plus, tout ça. Planification, un mot-clé, on en a déjà parlé. Oui, j'en ai pas parlé. Oui. Très important, enfin, on en a déjà fait toute une soirée là-dessus, mais on en reparlera certainement. Donc, des questions. Nicole, allez. Allons-y. Ce que j'ai oublié. Non, voilà. C'était à propos de l'antisémitisme. Vous devez développer beaucoup plus dans le livre. Oui. Là, de façon un peu schématique, c'est vous reliez simplement ça à de l'anti-bolchevisme. Non, mais c'est bien sûr, il y a une spécificité. Il y a une spécificité quand même très, bien sûr, beaucoup plus complexe. Oui, évidemment, mais en fait, parce que la question portait sur la fin de la Première Guerre, ce qui est intéressant, c'est comment tout ça est décuplé, en fait, à chaque fois, l'antisémitisme. Et alors, il y a vraiment une... En fait, j'aurais dû le dire comme ça aurait été plus clair dès le début, c'est la genèse même... d'un point de vue même purement d'histoire conceptuelle, du judéo-bolchevisme. C'est à ce moment-là qu'il apparaît, alors c'est pareil, ça a été travaillé, il y a toute une série d'articles, notamment une collègue hongroise qui a fait ça très bien. Ça vient des Russes blancs en fait. Ça vient des Russes blancs. Comme par hasard. Non, mais... Qui en fait emploie ce terme-là, qui est... Et en fait, beaucoup de Russes blancs partent, évidemment, parce qu'ils sont battus, d'autres continuent à se battre, et passent par l'Allemagne, ils font des allers-retours, parce qu'en fait, alors c'est pareil, je le restitue, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne, vous êtes au courant, n'est pas très loin de la Russie, mais que la Pologne est en train d'acquérir ses frontières, mais qu'elle était partagée entre la Russie et l'Allemagne, donc c'est des pays frontaliers, que l'Autriche, par exemple, et donc sert de base arrière aux Russes blancs. Et il y a beaucoup de Russes qui passent à ce moment-là. Et donc, en matière d'antisémitisme, en Pologne notamment à l'époque... Oui, c'est bien développé. Ils ont une histoire... un terrain favorable. Exactement. Vous avez aussi
après la défaite de la révolution des conseils en Hongrie, les communistes et une partie des sociodémocrates d'ailleurs hongrois sont expulsés par l'amiral Horthy, celui qui prend le pouvoir, qui détruit le mouvement ouvrier. Et donc vous avez des milliers de Hongrois qui arrivent à Vienne, et donc la presse conservatrice dit « Ah là, c'est que des juifs, des bolcheviks, des dangereux, etc. » Et il y a des campagnes de soutien même de la social-démocratie, qui n'est pas du tout... cette démocratie autrichienne, entre guillemets, plus à gauche que la social-démocratie allemande, elle est plutôt anticommuniste au sens strict, théorique et politique, et par contre, elle accorde une certaine valeur pour la Russie au modèle de la Russie soviétique, et ils vont aider même à accueillir un certain nombre d'endroits. Mais tout ça pour dire que c'est pas que l'antisémitisme virtuel, c'est que vous avez des mouvements de population très importants qui facilitent les fantasmes, etc. Ce que je disais, il y a une brochure que distribue, je ne sais plus si c'est un courant ou si c'est le gouvernement en tant que tel, sur des images de cadavres. Regardez, derrière c'est des Russes, etc., des Juifs. Enfin, quand vous le prenez, quand vous allez vraiment dans les archives, les bibliothèques où c'était consacré, vous le prenez, que vous le lisez, vous dites, ah oui, quand même, ça vous donne une idée de... Les caricatures et tout. Oui, non, c'est... Mais voilà, c'est l'invention. Cette période, c'est celle des conseils ouvriers, de tout ce que je disais, le KAPD, et du judéo-bolchevisme, qui fonctionne, si vous voulez, et qui, évidemment, va être décuplé par le NSDAP, par Hitler, etc. Mais ça, c'est la fin de l'histoire qu'on connaît mieux, évidemment. Mais ça existe dès ce moment-là, et ça vient effectivement des Russes blancs, et ça c'est repris par une grande partie de la... Ça vous donne Tintin chez les soviets, hein. Oui, voilà, qui est une ça sorte vous donne Hergé, qui était rexiste, etc. Oui, oui, bien sûr. C'est ce milieu-là. Courant d'extrême droite belge, je précise pour tout le monde. Les rexistes, les rexistes. droite belge. À l'époque, il était rexiste, donc ça vous donne... Bon, il y a quand même pas d'allusion aux juifs, y compris les premières versions. Pas. Mais la vision, pour le reste, la vision de la Russie soviétique, des bolcheviks, etc., c'est exactement la même. C'est des juifs. Voilà. C'est des juifs, on ne le dit pas, bon, mais... Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais il y avait monsieur, mais il y a peut-être quelqu'un... Mon angle de vue est... Alors, question. Oui. Bon, j'ai acheté votre livre, je ne l'ai pas encore lu. Mais est-ce que, j'imagine que vous n'en avez pas parlé là, mais la semaine rouge, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, janvier 19. Janvier 19, je crois que c'est une semaine du 6 au 13 janvier ou quelque chose comme ça. À mon avis, c'est un tournant. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez un peu développer là-dessus, parce que ça me paraît fondamental. Oui, pour rappeler effectivement un des moments charnières de cette révolution. Bon, en gros, en novembre 18, la République est proclamée 2 fois à Berlin. Une fois par Scheidemann, qui est la social-démocratie entre guillemets modérée, mais enfin ils vont pas être très modérés justement en janvier 19. Et une autre république socialiste par Karl Liebknecht, donc qui est entre guillemets pro-communiste, etc. Bon. Il n'y a pas de parti communiste à ce moment-là, en novembre 18. Et ils sont dans l'aile gauche d'une scission de la social-démocratie. C'est le groupe Spartacus, c'est les fameux spartakistes, voilà. Et en fait, ils vont longtemps hésiter à constituer un parti communiste. Il va se constituer à l'extrême fin 18, c'est 31 décembre, 1er janvier, voilà. Où il y a donc notamment Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Alors, ce qui est intéressant dans ce congrès, il y a évidemment une littérature très abondante, c'est que Rosa Luxemburg, qui dans l'imaginaire est un peu la gauchiste de la période, il y a des gens beaucoup plus à gauche qu'elle à ce congrès-là, beaucoup plus gauchistes, qui disent non, faut tout boycotter, etc. Il faut boycotter notamment la participation aux élections constituantes, donc ils sont débordés. Faut voir la période, les gens sortent de la guerre, ils sont morts de faim, il y a l'exemple de la Russie soviétique, etc. Donc ils pensent que les choses vont aller vite. Et donc il y a une radicalisation début janvier 19, et les sociodémocrates qui sont au pouvoir depuis novembre 18 vont faire le choix effectivement de s'appuyer sur les corps francs, donc des militaires qui reviennent du front, qui vont réprimer sauvagement les spartakistes. Pas tous, certains vont y réchapper et vont constituer le second noyau, parce qu'il y a un premier noyau au début janvier, mais ça c'est évidemment un moment clé, et l'homme de la situation, si je puis dire, c'est Friedrich Ebert, qui est le premier président de la République de Weimar, qui est un social-démocrate qui avait accédé à la direction du parti avant 1914 et qui est celui qui effectivement assume de briser physiquement les communistes. Et c'est un des éléments, c'est pas le seul, qui explique la débâcle ultérieure, effectivement, puisque les sociodémocrates ont pris l'habitude de s'appuyer sur les courants d'extrême droite pour réprimer le mouvement communiste. Donc, faut peut-être préciser quand même... pour contextualiser, les sociodémocrates, à l'époque, peu avant, même Lénine est social-démocrate. Oui, bien sûr. Les sociodémocrates de l'époque,
C'est pas exactement, évidemment, ce que c'est devenu. Non. On va dire. C'est un immense parti ouvrier, le SPD, encore. Mais ce qui est intéressant aussi dans la remarque que tu as faite, c'est que quand même, on le voit, y compris dans la photo historique que j'ai mise sur l'affiche, oui. On a Rosa Luxembourg, à un congrès, je ne sais plus quelle année c'est, où il y a d'un côté le portrait de Marx. Oui. Oui, c'est avant 14, gauche, ça, je évidemment, crois. Ouais. Et à droite, il y a celui de Lassalle. Quand oui, on sait ce que Marx pensait de Lassalle, entre autres choses, et les communistes, ça permet de comprendre toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions qu'il y a à cette époque-là. Et on a Rosa Luxembourg au milieu. Tout à fait. Bon, qui évidemment, elle... c'est ce qu'on disait en aparté au début. En fait, justement, volontairement, c'est pas que volontairement je n'en ai pas parlé, j'évite de commencer par ça, parce que c'est pas une biographie de Rosa Luxembourg, mon livre. Parce qu'évidemment, c'est la figure la plus connue. J'en parle, évidemment, je vais pas non plus ne pas en parler, il faudrait pas prendre... Mais, si vous faites un travail sur cette période, sur l'espace de l'Europe centrale, voilà, d'une certaine manière, moi je trouve... Rosa Luxembourg, vous allez trouver des trucs à côté, critiques et ça. Je les cite, j'en parle. Ça me paraissait plus intéressant, je crois, et je suis content que vous en ayez parlé en vrai, de parler de l'orientalisme, de l'antisémitisme, du conseillisme. Ça, c'est des choses, évidemment, on est au courant qu'il y a l'antisémitisme, hein, mais tout ce qui se joue autour de l'Orient fantasmé, tout ce qui se joue autour de l'extrême gauche conseilliste, qui à ce moment-là mérite attention parce qu'elle est grande, je trouve ça plus intéressant d'une certaine manière. Mais effectivement, il faut aussi parler de Luxembourg. Certaine actualité. Ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que la fameuse, les barbares orientaux, hein, dont vous entendez beaucoup parler actuellement, hein, notamment sur le front de l'Est, c'est ça. Hein. L'orientalisme dont on parle, cette espèce de barbare oriental, les Huns, les Mongols. Les Mongols plutôt. Les Tatars aussi, évidemment. Les Tataro-Mongols à l'époque. Les Tataro-Mongols, etc. Tout ça, c'est connoté judéo-bolchevique. Oui. Soyons clairs. Il y a eu une... Oui, c'est la même soupe. Plusieurs ça au moment de la propagande nazie. C'était pas comme nous. C'était pas comme nous. Voilà, c'est pas des civilisés, surtout. Voilà. Bien sûr. Alors, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des arguments contradictoires sur ça. Par exemple, les austro-marxistes, donc l'aile gauche, enfin la social-démocratie autrichienne, plus à gauche que la social-démocratie allemande, qui essaye de se positionner entre le soviétisme et la social-démocratie allemande, qui essaie même de reconstituer une internationale à un moment donné. Il y a même eu une rencontre une fois entre le Comintern, l'international socialiste maintenu et ces austro-marxistes. L'idée était de faire une sorte de mouvement réuni, et les austro-marxistes disent, non, regardez, le soviétisme, le bolchevisme, ça c'est pas pour nous, mais c'est acceptable pour les Russes. Alors, ils en sont quasiment à dire, non mais même Staline, ça va pas dire trop de mal, parce que, bon, pour des sauvages, si je puis dire, il y a un petit côté comme ça. J'exagère un peu. Mais il y a un peu, c'est toujours la même idéologie qu'on a, y compris chez nous. Hein. On essentialise les peuples autour de... Vous trouvez ça dans le monde, Libé, aussi bien le Figaro ou autre, c'est ça aujourd'hui. Ou même l'humanité, bien souvent, faut quand même être clair. C'est cette espèce de soupe débile. C'est pour ça que le livre est vraiment très important, parce que c'est les sources de ça, c'est sûr. Il permet d'avoir une vision, une compréhension sérieuse et des sources historiographiques rationnelles et valides sur tout ce qui est complètement fantasmé de manière particulièrement débile, et en particulier par notre gauche actuelle. Voilà, j'ai à peu près résumé. Oui, c'est tout à fait. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations, peut-être Je présume. Oui. Présente-toi. Je suis David Mulman. Il est sur l'édite quand même. Oui, qui sera bientôt ici même, à la place de Jean Numa, pour présenter son livre. Super. Non, la question que j'avais, c'est après tout ton travail que tu as fait sur Archives, c'est quoi ton appréciation du national-bolchevisme? Parce que moi j'en étais, t'en as peut-être parlé avant, j'en sais rien. Non, j'en ai pas encore parlé. Parce que moi j'en étais resté à l'idée, qui est peut-être totalement fausse, c'est pour ça que je demande à toi en tant qu'historien, que finalement c'était un courant quand même ultra minoritaire, mais en même temps, je trouve qu'il a une influence idéologique jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, si tu vois l'extrême droite soralienne, etc. Enfin, ça a marqué quelque chose de l'histoire de l'extrême droite, et avec un rôle peut-être très minoritaire à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai pas consulté les archives. J'en parle un peu. Sur ce national bolchevisme, je rappelle pour tout le monde, alors c'est intéressant, ça se relie à ce que je disais précédemment, puisque en fait, une partie du petit groupe national bolchevique est issue du mouvement du KAPD, du Conseil, ce sont des exclus. Le deuxième congrès du KAPD, où il y a un débat sur la nation, j'y faisais allusion en disant, donc beaucoup disent, on doit être anti-national par principe. On parle des nationaux aujourd'hui. Non, des nationaux, de l'époque. Et une petite partie de ceux qui partent de ce KAPD forment un petit noyau, pas beaucoup de gens, ça n'a jamais été, le noyau initial sur lequel on fantasme beaucoup n'a pas été très gros,
qui est sur une ligne nationale bolchevique qui consiste à dire justement la nation allemande est une nation opprimée, la nation russe sous des formes bolcheviques actuelles, c'est en gros les vaincus de la guerre, ceux qui sont sortis, hein. Et donc il y a une convergence d'intérêts. Alors c'est une forme d'orientalisme aussi, c'est de dire il y a un axe l'Eurasie, voilà, ce serait du bon, Poutine avec son eurasisme, moins l'Allemagne, mais enfin à l'époque ce serait une sorte d'eurasisme étendu qui va jusqu'à l'Allemagne. Poutine est totalement anti-bolchevique, hein, lui, complètement, bien sûr. Mais c'est plutôt de Limonov. Oui, voilà, c'est ça, c'est du pré-Limonov. On parlait d'un des rares qui soit un peu connu. Mais en fait, il y a un débat. Alors ça, je connais pas dans le détail, mais vous avez énormément de livres là-dessus en allemand que j'ai lus sur le débat. Il y a une partie même des élites allemandes, d'où le traité de Rapallo, hein, des 22, qui pensent qu'il doit y avoir un nouvel ordre international. Anti-français, anti-anglais, anti-occidental, donc un peu un axe oriental, et qu'à la rigueur, mieux vaut être avec la Russie rouge, aussi détestable soit le rouge sous cette forme, plutôt que... on préfère les Russes aux Français et aux Britanniques. Donc, si tu veux, il y a des petits courants très idéologiques qui ne représentent pas grand-chose, et après, il y a une sensibilité plus large qui fait que vous avez effectivement des courants nationalistes qui peuvent aller jusqu'à être pro-soviétiques, mais c'est sur une base qui ne conquérera jamais les masses, quoi. Mais il est clair que par contre, si on faisait une histoire idéologique précise d'une sorte de confusionnisme, etc., ça existe à ce moment-là et ça continue effectivement ensuite. Et alors après, il y a des... J'ai pas... absolument tout lu, parce que là c'est plus le débat années 20 et moi je suis quand même plutôt centré sur la Révolution. Il y a des débats sur des gens qui étaient même une partie des écrivains nationalistes allemands ont été furtivement un peu admiratifs de la Russie parce qu'elle s'était relevée, s'industrialisait, etc. Excusez-moi, le nom l'écrivain le plus connu allemand. Salomon. Non, oui, il y a lui, mais il y a... l'écrivain qui est mort dans les années 1980, l'écrivain allemand très connu nationaliste, Ernst Junger, pardonnez-moi. Junger, oui, qui est rentré à la Pléiade il n'y a pas longtemps. Et Ernst Junger, à un moment donné, il va à des réceptions à l'ambassade. Ça du claquement de bottes, hein, quand même. Oui, mais là je suis pas très équipé, alors voilà. Et Junger, pas le Heil Hitler, mais... Junger cherche à se faire inviter à l'ambassade soviétique aux réceptions parce qu'il trouve que c'est un pays digne, chic. Et ça n'a pas vraiment de conséquences politiques, mais il y a eu un peu, effectivement, il y a un axe comme ça qui existe, qui est débattu. On voit ça parfois. Alors, je fais mention de cette série. Je suis pas très série télévisée, mais il y en a une, Babylone Berlin, qui est, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui est une série allemande que vous trouvez en DVD sur Internet, Canal+, qui restitue le contexte des années 20. Alors, il y a des erreurs historiques. Je pourrais faire mon historien, vous dire là, il y a des erreurs historiques. Mais alors, comme souvent, si je caricature un peu, dans les séries allemandes historiques, les décors sont restitués, c'est incroyable, vous y croyez véritablement. Côté de la fiabilité du scénario historique, du personnage, c'est ni très entraînant, je trouve, on s'ennuie un peu. Et historiquement, ils disent, bon, il y a des trotskistes de la 4e internationale des années 20, faut pas exagérer, elle a été écrite en 1938 quand même, donc voilà. Donc c'est un peu à côté de la plaque, mais par contre, l'ambiance, et on voit bien, les personnages, je connais pas les acteurs allemands mais qui jouent les élites allemandes, l'état-major allemand, une grande partie qui va donner le pouvoir à Hitler et qui va l'appuyer, mais on voit qu'ils sont dans des... voilà, ils cherchent des alliances possibles, etc. Et effectivement, ça existait, voilà, bon, mais si je puis dire, après... voilà, donc c'est pas inintéressant, effectivement, de poser ça, de rappeler ça, et oui, une partie et réciproquement, une partie des élites soviétiques, celles qui sont issues de l'Ancien Régime, qui sont ralliées plus ou moins, cherchent des points d'accroche, et donc ça existe, voilà. Mais je pense que pas de base de masse. Pour l'instant de questions, il y en avait une que je préparais, tu connais, c'est à propos de ce livre-là que... Oui, dont on a Wilhelm Reich. J'ai un exemplaire rarissime de la seule traduction française qui, comme par hasard, date des années 70. Mais comme tu sais, le contenu du livre, je ne vais pas développer, mais on a le projet, comme tu le sais, de faire une édition critique avec éventuellement ton aide et celle d'autres camarades. Parce que
Reich, à l'époque, enfin je ne vais pas vous faire une tartine sur Reich, on fera ça plus tard, qui était avec Marcuse le plus notoire des membres de ce qu'on appelait l'école de Francfort à la fin des années 60, dans les années 70, où on était très héros Thanatos, etc. dont Reich avait une bonne place là-dedans. C'est ce qu'on a appelé le fondateur de ce qu'on appelait le freudo-marxisme. Il était psychanalyste, membre du Parti communiste allemand à l'époque, et juste au moment où il est en exil, déjà il se barre parce qu'il sent que ça sent le roussi pour lui, je crois que c'est en 38 ou 39, je ne sais plus. Oui, il est parti assez... il est à Vienne, il écrit ce petit essai qu'il appelle « Qu'est-ce que la conscience de classe ?» Il en donne une version de psy qui est assez étonnante, mais qui est très intéressante, parce que c'est un truc qu'il adresse à ses camarades du Parti communiste à l'époque, pour leur expliquer ce que tu as déjà évoqué, qui est dans le livre, c'est que comment on a perdu face aux nazis. On n'a pas su s'y prendre. Dans le milieu, y compris populaire, les jeunes, etc. Il explique ce qu'il faut faire. Alors, quand on rééditera, vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi. On peut pas, quand on connaît sa carrière ultérieure, on n'est pas surpris de Reich, mais c'est très intéressant parce qu'il montre bien la réalité du conflit, de l'état des politiques, des rapports de force idéologiques qui pouvaient exister, justement, dans les années 30. Donc ça, oui, puis il a fait d'autres ouvrages sur la psychologie de masse du fascisme qui sont pas inintéressants, mais bon, voilà. C'est ça le plus connu. Et donc ce livre-là est d'autant plus inconnu qu'il l'avait publié sous pseudonyme à l'époque, mais c'est sans doute, à mon avis, c'est le livre le plus intéressant qu'il ait jamais écrit. C'est sans doute pour ça qu'il est inconnu. Mais ça m'amène à la question. Donc juste avant cette période-là, il y a une période que tu évoques à propos de ce qui se passe en Allemagne et en Autriche, mais pas beaucoup dans le rapport qui quand même, à mon avis, aurait dû être un peu instructif, que pouvaient avoir les successeurs des spartakistes, etc., avec la Russie devenue soviétique et stalinienne, parce qu'eux, ils sont en pleine crise, mais pas les Russes. Mais pas les bolcheviks. Il ne se passe pas du tout la même chose là-bas. Alors, est-ce que tu as un petit peu regardé l'impact que pouvait avoir, justement, le décalage entre la crise à partir de la fin des années 20, avec ses conséquences, y compris... on lui attribue, y compris le nazisme, dans la manière dont, justement, on en a parlé un petit peu avant, et à mon avis c'est un des points intéressants, les antitotalitaires, qui étaient beaucoup de ces Allemands, supposément marxistes et supposément révolutionnaires, mais qui reprochaient, tu évoques les relations que font certains d'entre eux, je crois Bebel ou d'autres, de leur voyage à l'époque dans ce qui n'était pas encore l'Union soviétique, puisque c'était juste après la Révolution, où ils disent mais ces types-là, c'est terrible ce qu'ils font à leurs adversaires, ils sont violents, c'est le totalitarisme déjà, sous-jacent, c'est des totalitaires, nous on n'est pas comme ça, résultat, eux, ils vont se faire liquider par ses sympathiques adversaires, tandis que de l'autre côté, Staline va construire l'Union soviétique. Donc, est-ce que dans la période donc de crise majeure, est-ce que tu as des éléments 29, tu veux dire 29 à disons l'avènement du nazisme, est-ce que il y a quelle est l'espèce de russophobie rampante, etc., tout ce qu'on a évoqué, toutes les réserves que faisaient notamment ceux qui allaient devenir carrément sociodémocrates en Allemagne, c'est-à-dire qui allaient faire le lit la République de Weimar, qui allait faire le lit du nazisme. Est-ce que leur regard sur l'Union soviétique, qui est en train de se construire à marche forcée, certes, à l'époque, mais qui se construit, puisqu'il faut rappeler que dans cette période-là, l'Union soviétique naissante sous la férule sévère, certes, de Staline, va avoir la plus forte croissance économique du monde, et sur une période de près de 20 ans, quand même. Donc, est-ce que ça... Ils y sont sensibles. Oui, non mais mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez même des courants politiques tout à fait hostiles au marxisme, hostiles au communisme, qui peuvent être fascinés par la réussite soviétique. Vous avez le cas même, je pense au cas britannique, où les Webb, là, le couple qui était Fabien, donc vraiment des sociodémocrates réformateurs. Ouais, voilà, etc. sont des gens qui sont totalement fascinés par la réussite de la Russie soviétique. Donc ça transcende les clivages, en fait, la réussite du développement soviétique d'une certaine manière. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a les raisons de l'échec politique en Allemagne, en Autriche, et puis dans d'autres pays, parce que même si c'est là où c'est entre guillemets le plus tragique, parce que c'est là où on l'attendait le plus, parce que le PC était fort. Là, je crois quand même qu'il y a des choix politiques qui ont été faits,
Est-ce qu'il était pertinent de penser que il y allait avoir de nouveau une révolution en Allemagne comme en 18? Est-ce que ça pouvait se répéter en 1929, etc. Il y a eu une période, qui est la période qui n'est pas propre à l'Allemagne, de l'internationale communiste, qui assimile la social-démocratie au fascisme, maintenant qu'il n'y a quasiment pas de différence. Et de l'autre côté, il y a les sociodémocrates qui, pour la plupart, veulent pas entendre parler des communistes. Alors que, je n'ai pas la naïveté de croire que s'il y avait une alliance, tout se serait bien passé pour autant. Mais c'est vrai que, il faut le dire aussi, j'insiste pas trop là-dessus parce qu'évidemment j'ai une question de place aussi, j'étais plutôt sur le début, voilà. Mais il est vrai que il faut toujours rappeler, quoi qu'on pense des choix politiques qui ont été faits à ce moment-là, et à mon avis effectivement il y en a un certain nombre qui ont été désastreux, c'est que vous aviez des effectifs dans les organisations syndicales et ouvrières extrêmement élevés jusqu'à la fin. Vous avez même, c'est en trompe-l'œil, hein, le KPD gagne beaucoup par exemple de chômeurs en 29, qui se rallient à lui, et certains pensent que la révolution va repartir. Et c'est la raison pour laquelle, je vous rappelle, quand Hitler est nommé chancelier par Hindenburg, donc qui avait président de la République, hein, en 25, celui qui avait succédé à Ebert, grand, sans connotation positive, maréchal de la Première Guerre mondiale, très populaire en Allemagne. Enfin, il incarnait la défaite et en même temps le nationalisme revanchard, etc. Hitler est dans un premier temps dans une coalition politique un peu plus large que le seul NSDAP, et que par contre, ils sont tous d'accord. Je cite les mémoires de von Papen, qui est un des grands artisans de cette coalition. Et il dit, von Papen, je cite de mémoire, mais la phrase, il dit, voilà, il fallait se débarrasser de tous ces gens-là en cas d'alliance socialo-communiste. On ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Enfin, je paraphrase, la phrase exacte est citée de ses mémoires. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, je ne parle pas de la période ultérieure du nazisme, de l'extermination des juifs, tout ça, c'est une spécificité, une particularité, mais les premiers mois d'exercice du pouvoir de cette coalition, puis des nazis tout seuls ensuite, sont très rationnels d'un point de vue politique. Ils éliminent les cadres du mouvement ouvrier de toute tendance. L'incendie du Reichstag, alors il y a des livres entiers, j'en ai lu, hein, sur, il y en a un qui est chez l'Armatan qui est pas mal, dont j'ai fait un compte rendu, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais les tenants et les aboutissants, qui a vraiment mis le feu au Reichstag, c'est pas inintéressant, mais le résultat est là. Ils arrêtent de mémoire la nuit ou les 3 jours qui suivent l'incendie du Reichstag, qui aurait été a priori incendié plutôt par un illuminé, pas lié au KPD, mais voilà, ils arrêtent 4000 permanents du KPD. Et ensuite, bon, il y a une partie du SPD qui essaye de louvoyer, mais ils subissent le même sort, etc. D'ailleurs, les camps de concentration, certains camps de concentration politiques, hein, comme Buchenwald, pas très loin de Munich, et Mauthausen en Autriche, pas très loin de Linz, seront à proximité des grandes villes ouvrières où le mouvement ouvrier était très fort, parce qu'il fallait immédiatement enfermer les cadres. Et c'est quand même, ils ont totalement dilapidé un mouvement ouvrier. Les premiers invités des camps de concentration, c'est les communistes. Hein, voilà, ça, puis les sociodémocrates, effectivement, tout à fait. C'est voilà. Et donc, bon, ça ne permet pas de tout expliquer, mais il est clair qu'ils se sont fait désarmer, alors au sens strict, parce que je disais c'est une guerre civile, j'ai pas le détaillé, mais ce sont des organisations qui sont armées, les organisations ouvrières de l'époque, que ce soit les sociodémocrates ou le KPD, ils ont un service d'ordre, c'est un service d'ordre plus. Ils ont gardé des armes, puis c'est des gens qui ont été parfois des combattants. On veut dire milice ouvrière. Oui, quasiment, et qui n'ont pas été mobilisés à ce moment-là. Le cas autrichien de ce point de vue est intéressant parce qu'en février 1934 il y a eu une guerre civile contre les austrofascistes, donc c'est contrairement à l'Allemagne il y a eu un soulèvement, alors ça n'a pas changé le cours de l'histoire mais c'est pas inintéressant de le rappeler, voilà. Et donc voilà, donc c'est ça qui à mon avis, ça ne peut pas tout expliquer de l'avènement du nazisme et surtout de sa prolongation, mais c'est un élément que je trouve on ne dit pas assez quand on fait l'histoire du nazisme. Souvent l'histoire du nazisme évidemment le rappelle mais un peu en passant parce qu'on est plus sur souvent de l'histoire interne, culturelle, mentale du nazisme. Donc il y a toute une série d'histoires du nazisme qui sont tout à fait intéressantes sur même entrer dans la pensée des nazis, permettre de les comprendre, etc. Mais je trouve qu'il faut davantage restituer le fait que, évidemment, bon, c'est pas une grande découverte que le nazisme est un mouvement contre-révolutionnaire, mais que c'est un mouvement contre-révolutionnaire profond, parce que là, il y a moi je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait, hein. La réédition scientifique de Mein Kampf par Fayard. Si ça coûte 100 €, hein, mais bon, ça a été acheté dans plein de bibliothèques, vous pouvez l'emprunter. Il y a un appareil critique très intéressant sur le moindre propos d'Hitler. J'ai tout lu parce que ça valait le coup. Et on voit bien que Hitler est obsédé par les juifs. Ce n'est pas une grande découverte, mais il est obsédé aussi par le mouvement ouvrier organisé. Et il parle de novembre 18. Je crois que c'est mis dans la 4e découverte. Novembre 18, c'est-à-dire, c'est le cauchemar. Bon, c'est la défaite militaire bien sûr, mais c'est la République, les soviets, etc. C'est les bolcheviks surtout. Et voilà, et le risque du bolchevisme, voilà la révolution russe
qui s'étend jusqu'à Berlin. Et il savait très bien, Hitler, et tout le monde savait ça à l'époque d'ailleurs, les bolcheviks comptaient sur l'Allemagne, sur la révolution mondiale. Donc, voilà. Et donc ça, c'est vraiment... Enfin, il faut le rappeler parce que sinon, on passe à côté, sinon on essentialise, on dit les Allemands sont ceci, les Allemands sont cela, les nazis ont gagné parce que... alors qu'il y a eu une conflictualité, des débats, et c'est d'une certaine manière, quelqu'un m'a posé la question dans un autre débat sur ça, je sais plus si c'était un colloque ou autre, et je dis, d'une certaine manière, si vous voulez comprendre pourquoi ça s'est aussi mal terminé en Allemagne, mais c'est parce que, en fait, dans l'extrême opposé politique, il y avait justement plein d'espoirs, plein d'idéaux, qui d'une certaine manière avaient pas gagné en 18, mais enfin qui avaient quand même bien avancé sur un certain nombre de choses. Faut voir tous les avantages sociaux qu'ont les Allemands en 18 dans un premier temps. C'est les sociodémocrates qui le font, mais les sociodémocrates le font parce qu'il y a un mouvement révolutionnaire, donc ils concèdent des choses. Ça pousse, exactement, comme vous dites. Et du coup, il y a l'obsession des nazis, et pas que des nazis, parce que les nazis ne sont qu'une frange d'un mouvement plus large, conservateur, mais... c'est vraiment, voilà, je peux pas dire autre chose, c'est révolution contre révolution. Voilà. Et ce caractère massif, enraciné volontairement, stratégiquement de ce que va devenir le parti nazi dans les milieux populaires ouvriers, c'est ce que raconte justement Reich. Il dit ils ont très bien compris comment faire, ils sont dans les usines, ils sont auprès des jeunes, etc. Ils savent, ça veut dire que c'était une préoccupation stratégique fondamentale des nazis. Les nazis ont même emprunté pour construire leur organisation certains traits du mouvement ouvrier, au sens technique. Nolte d'ailleurs se délecte avec ça, etc. S'il dit regardez, c'est bien la même chose et tout, c'est pour ça les pauvres nazis, il faut les comprendre quoi. Moi j'exagère un peu. C'est des socialistes. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est le fameux. J'en parle évidemment aussi parce que le public s'intéresse à ça. C'est les nationaux socialistes. Ils reprennent l'adjectif. Le 1er mai 1933, le 1er mai des nazis, ils mettent énormément de rouge partout pour dire voilà, vous voyez, en quelque sorte, on est les continuateurs, etc. Donc ça, évidemment, ça a joué un rôle aussi. Après, ils ont. Parallèlement qui jouaient sur les symboles, ils dilapidaient les organisations ouvrières, les cadres. Vraiment ceux qui ont le plus, je ne sais pas pour dire que les autres n'ont pas trinqué après, mais au départ, ils ont vraiment, alors les chiffres, c'est parce qu'ils étaient très nombreux dans le mouvement ouvrier, donc c'est des dizaines de milliers de cadres qui sont tout de suite enfermés. Ou mis, ils ne sont pas forcément exécutés, mis hors d'état de nuire. Toutes les organisations sont complètement, voilà, on prend les sténos, les trucs. Au début c'est ça, les nazis, c'est pas encore tout ce qu'on va connaître. Et c'est intéressant, je trouve que ces premières périodes sont particulièrement intéressantes parce qu'on dit après, ah oui, les Allemands n'ont pas réagi, ils ont été passifs, etc. Bon, ça peut se discuter aussi. Puis après, il y a les conquêtes des territoires, où ils redistribuent les richesses, si j'ose dire, Hitler. C'est il y a eu tout un débat là-dessus dans l'historiographie du nazisme. À partir du moment où la Wehrmacht va une puissance conquérante, eh bien, il pille des pays entiers. Et il restitue toute une série de biens à la population. C'est comment les Allemands ont acheté Hitler, c'est une thèse assez connue. Mais les historiens anglo-saxons, y compris Christopherson, dans son bouquin, évoque, quand il parle du totalitarisme, de l'antitotalitarisme, rappelle que le concept de totalitarisme, d'antitotalitarisme ne vaut rien d'un point de vue historique, il ne permet absolument pas de comprendre les différences énormes, entre autres, qui existent évidemment entre Staline et Hitler, mais sans parler même du marxisme et du communisme et du nazisme. Mais il explique que tous les historiens sérieux, notamment anglo-saxons, et surtout anglo-saxons, parce que comme tu sais, chez nous, ça s'est beaucoup dégradé après-guerre, donc je ne citerai pas de nom, eh bien, savait très bien que jusque ça tout tourne mal, jusqu'à Stalingrad, on va dire, les Allemands étaient très satisfaits de leur pouvoir politique. S'il y avait eu des sondages à l'époque, il y aurait eu l'approbation massive, mais pour les raisons que tu viens de dire. Ils étaient les maîtres du monde, ils avaient à bouffer, c'était l'opulence, le monde entier venait leur fournir le monde entier, une bonne partie, et donc globalement, comme dirait l'autre, le bilan était plus que positif, et ça se passait plutôt bien. Il y a des, je suis pas expert là-dessus, mais il y a des controverses. Donc c'est Goetz Ali, donc un historien d'origine allemande, qui avait fait un livre qui avait fait scandale à proprement parler, c'est Comment les Allemands ont acheté Hitler, qui a été traduit dans de nombreuses langues. Et donc le titre est bon, enfin, il dit, en gros, à partir du moment où la Wehrmacht va piller un certain nombre de pays, etc., ils vont avoir suffisamment la base matérielle pour assurer la paix sociale. Donc ils détruisent le mouvement ouvrier d'un côté, ils assurent la paix sociale avec une forme de redistribution de richesse de l'autre. Alors certains autres historiens anglo-saxons disent non, il exagère, regardez, il y avait quand même un peu de contestation, en fait, ils ne pouvaient pas faire grève, mais il y avait des contestations passives, la situation matérielle n'était pas si positive, etc. Puis après, il y a la question du nationalisme, hein, parce que quand vous êtes une... Parce que, alors, j'en parle aussi, mais bon, je peux parler tout là, il y a la Grande Allemagne, hein. Il y a Großdeutschland, il y a l'idée que
il y a eu des siècles, il y a eu le siècle français, le siècle des Lumières, éventuellement Louis XIV, si vous remontez un peu, dans une conception un peu nationaliste de l'histoire. Le 19e siècle aurait dû être le siècle allemand. Ah oui. Et Bismarck a fait tout ce qu'il peut, le pauvre, mais bon, voilà, ça n'a pas suffisamment réussi. La guerre de 1914-18 est une parenthèse tragique qu'il faut résoudre, mais fondamentalement, le peuple allemand doit être le peuple de la Mitteleuropa, pour le coup, au centre de l'Europe, et doit éliminer les plus récalcitrants, vassaliser les autres. Enfin, tout ça est discuté très sérieusement par les élites nationalistes. Y compris de gauche. Une partie vous savez, quand il y aura le référendum en 1938 pour annexer l'Autriche, le fameux Anschluss, vous avez la mort dans l'âme, mais quand même pas mal de dirigeants sociodémocrates, y compris en exil, qui disent, bon, on ne peut pas faire autre chose que de voter oui, parce que d'un point de vue territorial, nous on a toujours voulu la Grande Allemagne, alors républicaine, démocratique, tout ce que vous voulez, mais voilà, il y avait ça qui était très présent aussi dans la population, hein, l'idée que, oui, c'est le moment allemand, d'où l'hostilité aussi à la Russie, c'est que ça devient le concurrent. Et la Russie soviétique qui se développe devient un concurrent, alors que la Russie était vue évidemment comme un pays qui devait à terme vassaliser, quels que soient les impératifs diplomatiques des uns et des autres à un moment donné. Donc, on ne peut pas leur en vouloir, je rends tout de suite la parole, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir acheté et qu'on leur ait vendu Hitler, puisque nous-mêmes, y compris nos gauchistes, je ne citerai pas de nom, certains qui même ont fréquenté cette librairie, à l'époque du moins, ont parfaitement acheté des guerres, sur les mêmes bases. La supériorité de l'idéalisme allemand, de la grande philosophie, de l'être, etc. Ben, c'est la même chose, hein. À commencer par Arendt, entre parenthèses. Oui. Bon, donc, on peut comprendre que les Allemands, ou ceux qui se sentaient allemands, d'une certaine manière, aient avalé ça et les acheté volontiers. Oui, elle voit favorablement les conseils ouvriers. Au début, alors, Arendt a un personnage très ambivalent, je renvoie là-dessus, ce que Fay a fait sur Heidegger et Arendt est vraiment intéressant. Bah, elle a toujours été de droite, Arendt. Il ne faut pas essayer de nous raconter que même dans sa folle jeunesse, elle ait pu être autre chose je suis plus d'accord avec ça, plein de gens ne sont pas d'accord. Les preuves sont là. Elle fait dans son ouvrage sur la Révolution, qui est un ouvrage fondamentalement très hostile à la Révolution française, pour dire du bien du modèle américain, mais elle a des envolées lyriques, effectivement, il y a 3 phrases sur les conseils ouvriers, il y a Rosa Luxembourg, c'est génial, etc. Mais ça masque 90% de l'ouvrage. C'est QFD. Non mais accuse pas la pauvre Rosa Luxembourg. Non, c'est pas elle. C'est tout le courant qui va donner notamment les trotskistes, etc., qui est exactement là-dedans. Non, ça pas. Non, Arendt. Ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire l'espèce de côté gauchiste, petit bourgeois, là, oui, le socialisme utopique et compagnie, voilà, c'est ça. Et alors, un des points intéressants dans les problèmes que tu évoques, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir l'image du nazisme parce que parfois on décrit ça comme un peu, vous savez, la plèbe radicalisée avec des chefs militaires aigris du national. Il y a ça, mais il y a aussi des intellectuels qui ont soutenu, des grands artistes, il y en a plein qui sont partis en exil à Paris, bien sûr, ou ailleurs, mais il y en a aussi qui ont soutenu, effectivement, quoi qu'on pense de sa pensée par un certain nombre de points, qui quand même s'est beaucoup compromis, qui est Martin Heidegger, évidemment. Non, mais entre autres, ça c'est l'un des plus connus, mais il y en a plein. Vous regardez les recteurs d'université, il y en a quelques-uns qui ont démissionné, puis ceux qui sont juifs sont évidemment tous fait démettre, mais l'université allemande était extrêmement conservatrice, de toute façon, sous Weimar. Il y avait c'était vraiment terrifiant. Alors, il y en a qui se sont fait aussi éliminer, mais en fait, c'était des gens de la révolution conservatrice, dont les nazis vont les se débarrasser pour des enjeux, si je puis dire, internes. Donc après, ils prendront l'image de victime. Vous savez, il y a ça avec l'austrofascisme. Dollfuss et compagnie mettent en prison les nazis, et puis ensuite les nazis les mettent en prison. Donc évidemment, ils s'aiment pas, on ne peut pas leur en vouloir, ils se sont entretués. Mais du coup, il y a des courants nationalistes qui ont été tués par la fraction nationaliste qui a gagné, qui après la guerre, se sont servis de ça pour dire, regardez, c'était compliqué, c'est pas nous. Voilà, donc voilà. Je rends tout de suite la parole aux questions, mais je voulais juste oublier sa question. Non, mais pour plus soyez dans ce que tu dis encore, ton confrère Chapoutot, même si c'est pas exactement ça qu'il voulait montrer, mais il le montre parfaitement bien, à propos de la culture nazie, etc., vous retrouvez exactement l'idéologie de notre gauche radicale, intersectionnelle, écolo, c'est exactement ça, y compris le management, les premiers de cordée, l'antitotalitarisme, ils sont totalement antitotalitaires, ils sont contre l'État.
tous ces mecs-là, y compris les nazis. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est très large, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas des pauvres ouvriers chômeurs dépités ou les victimes de la guerre de 14. C'est pas la même nature. Mais c'est très très large, et je dirais que il y a une espèce de consensus assez remarquable, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui qu'on a aujourd'hui, hein, dans les mêmes milieux, pour les mêmes très mauvaises raisons. Monsieur, deuxième question. Non, mais je voulais pas intervenir très longuement. Je voulais juste te dire que dans le bouquin de Vuillard, je crois, qui s'appelle L'ordre du jour, hein, oui, tout à fait, il montre très bien que Hitler était soutenu par les multinationales, par les grands groupes financiers. Hein. C'est aussi ça qui a joué. Vous allez avoir un très beau livre de Powell que nous allons nous charger de rééditer puisqu'il est indisponible, qui s'appelle Big Business avec Hitler, qui a été publié il y a déjà pas mal d'années, et qui vous en fait un tableau accablant. Voilà. Moi, je voulais juste souligner ça. Non, mais alors, parmi les éléments qu'on aurait pu évoquer, encore une fois, c'était pas le point d'entrée principal, mais il y a effectivement la question des fractions entières de la bourgeoisie qui, justement par hostilité, par crainte de la révolution et par hostilité au mouvement ouvrier, se sont jetés dans les bras d'Hitler, comme ils auraient pu se jeter dans les bras d'un autre nationaliste qui aurait fait entre guillemets le même travail, etc. Alors après, il y a un débat sur est-ce que, évidemment, tous ne voulaient pas que ça aille aussi loin, etc., notamment sur la question d'extermination des juifs et autres, parce que, voilà, c'est ce que dit Yann Kershaw, il y parle de la tragique erreur de la bourgeoisie allemande, des choses comme ça. Bon, c'est un peu euphémisé, mais on voit ce qu'il veut dire, parce que tous n'ont pas consciemment soutenu tout le projet politique, mais il est clair que c'est un peu comme plutôt Hitler que le Front Populaire, si vous voulez. Il y a un côté... de toute façon, il y a des raidissements des élites, comme on dit un peu pudiquement maintenant, sur un certain nombre de choses, à des moments clés de l'histoire. On se dit, ah oui, mais quand même... Hein. Là, il est clair que... Mais comme je vous dis, au début... Je sais bien qu'après Hitler s'est débarrassé, puis il y a la crise de la nuit des longs couteaux, les SA, il va se débarrasser, y compris de gens qui l'ont beaucoup aidé au départ. Mais... des sociétaux. Voilà, entre guillemets de son aile gauche, mais au départ, il y a un front politique assez large pour soutenir le nationalisme hitlérien, qui dépasse largement le nazisme, parce que l'enjeu, c'était de se débarrasser des autres. Alors là aussi, je donne les chiffres, hein, c'est pareil, j'ai plus tous les éléments en tête, mais vous aviez des villes entières. À Berlin, la dernière élection municipale avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais le KPD fait plus d'un tiers des voix, le SPD est juste derrière, les nazis sont très loin derrière, c'est-à-dire que dans leur ils savent, ils sont encerclés. Alors je vous dis, regardez Babylone Berlin, j'ai pas d'action dans le film, dans la série, c'est intéressant parce qu'on voit ces quartiers entiers avec des drapeaux rouges, et les sociodémocrates et les communistes. Un pays industriel, beaucoup plus industriel que la France. C'est d'une classe ouvrière extrêmement puissante, des syndicats, parce qu'il y a une industrie qui représente l'essentiel de l'activité de cette formation sociale. Et on imaginez même il y a eu des... Nicolas Patin, à l'instant, a fait des trucs intéressants sur la configuration du Reichstag, etc., les députés, leur sensibilité. Vous imaginez même les députés de toute l'Allemagne, les plus conservateurs, le NSDAP, mais pas que, qui arrivent au Reichstag dans Berlin, mais quand évidemment, vous n'arrivez pas en jet, hein, à l'époque, mais vous traversez Berlin, mais il y a des drapeaux rouges partout, il y a des sociodémocrates, des communistes, quelques courants gauchistes, c'est pas si négligeable que ça. Pour eux, il était clair qu'une des premières choses à faire, c'était de déloger tout ça, quoi. C'est clair. Il y avait même un côté... je pense que de leur point de vue, ils avaient très très peur, vraiment. Ils avaient dit, de toute façon, exactement, ils se disent, si on ne se débarrasse pas d'eux, c'est eux qui vont le faire. Enfin, il y avait un côté, voilà. Donc, voilà. Mais après, il faudrait revenir sur le fait que là, en fait, il n'y a pas vraiment eu, par certains aspects, alors j'en parle dans le chapitre sur la Révolution, il n'y a pas vraiment eu de révolution sociale en 18-19. Donc, les élites sont restées globalement en place. Enfin, compromis avec la social-démocratie, et que ces élites-là ont cherché à prendre leur revanche, hein, c'est le coup de poignard dans le dos, hein, toutes ces choses-là qui vraiment vont être alimentées, travaillées pendant des années et des années. Voilà. Mais bon, voilà, si on pouvait retenir quelque chose de tout cela, c'est que c'est paradoxal, c'est une histoire très connue, parce que Hitler, tout le monde dit altofascisme, enfin, tous les 4 matins, sans qu'il y ait vraiment d'analyse toujours très pertinente, hein, de certains, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est intéressant, ce que j'essaie de montrer là, c'est que si on veut vraiment comprendre l'avènement du nazisme, parce que moi c'est pas un livre sur le nazisme non plus, en tant que tel, il y en a des, tu en as cité, il y a Chapoutot qui fait des trucs qui sont tout à fait intéressants, c'est pas le même registre, c'est pas le même point de vue forcément, mais moi ce qui m'intéressait, c'est de restituer tout ce qu'il y avait à côté qui était contre, et comment ils ont perdu. Enfin, c'est un peu, alors c'est pas très excitant, c'est l'histoire d'une défaite. Mais bon, c'est aussi intéressant que comment se fait-il, on pourrait dire. Ce qu'il y a d'amusant dans le livre de Chapoutot, dans ces 2 livres d'ailleurs, à la fois quand il parle du management ou de la culture, de l'ambiance culturelle, c'est que son projet, je dirais
compris idéologique, n'est pas du tout le même que le tien. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ça. Je crois qu'il n'a même pas bien saisi la portée de ce qu'il me montre dans son travail d'archive, qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'imagine son public. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça correspond, c'est parfaitement cohérent avec le travail que tu fais, etc., sur la réalité des conflits à l'intérieur de la société civile, mais dans l'ordre des rapports de production, ce qui n'est pas l'objet des travaux de Chapoutot. Et puis, alors parce que je vois passer la photo, il y a tout le travail qu'on oublie, parce que ça n'a pas marché, mais sur le moment, il y a eu des commissions de socialisation en 18-19, qui n'ont pas donné grand-chose finalement, mais il y a eu des projets de nationaliser des secteurs entiers de l'économie allemande, etc. Et là, effectivement, toute une partie des classes dominantes allemandes ont pris peur et se sont dit, la prochaine fois que ça se retourne, ils vont encore essayer de nous mettre une commission de socialisation, de s'en prendre là. La propriété privée, quoi, c'est ça. Exactement, il faut des moyens de production, voilà. Il faut se mettre dans la peau de tout le monde, des gauchistes, des nationalistes, c'est ce que j'essaie de faire, de dire, de quoi ont-ils peur? De quoi rêvent-ils? Et ils sortent tous de la guerre, donc ils sont tous traumatisés, à quelque niveau que ce soit, et ils se réécrivent eux-mêmes leur histoire. Je cite là, encore une fois, l'édition critique de Mein Kampf. Hitler a été membre d'un conseil de soldats. Donc il sait bien. On ne sait pas exactement avec qui il était, comment, mais il est sûr que des gens du NSDAP ont été des frères d'armes pendant la guerre, y compris pour des trucs matériels. Les conseils d'ouvriers de soldats, comme je dis, c'est des trucs matériels aussi. Avec des gens, des futurs cadres communistes, peut-être qu'ils étaient déjà socialistes, etc. Et donc évidemment, ils les connaissent bien, ils savent bien. Et donc ils savent bien que les autres sont forts. Donc il faut s'en débarrasser, tout simplement. Voilà. Donc, et en arrière-plan, j'arrête après pour pas être trop long, en arrière-plan, même si ça peut paraître paradoxal avec le contexte extrêmement violent de l'époque, c'est le début de la démocratie sociale, entre guillemets, allemande. Quand même. Il y a une dernière question. En 18. Attends, juste un instant. Oui, on va pas être trop. Voilà, vas-y. Non, mais puisque tu travailles sur l'analyse de la défaite, tu sais, dans la mythologie Trotsky, c'est toujours cette idée que ce qui a manqué, c'est un parti bolchevique en Allemagne. Oui, ça, le truc. bien sûr. Alors évidemment, c'est sans doute trop simple, puisqu'il y a des raisons. Mais du coup, si on analyse les raisons de la défaite selon toi, jusqu'à quel point le manque d'un parti un peu structuré en Allemagne a joué dans la défaite? Je pose ça parce qu'aujourd'hui, dans des situations comme aujourd'hui, en France par exemple, tout le monde pense que c'est la panacée ou c'est le Deus ex machina de créer, tu vois, un parti structuré. Donc c'est pour qualifier l'importance du parti dans une situation. Tu penses que c'est ça qui a joué en dernière instance ou pas? Alors, bon... là, on est dans la spéculation. Là, oui, on est dans la... Non, mais c'est la mode, c'est la what if history. C'est l'histoire contrefactuelle. D'ailleurs, j'en fais un peu, oui, je suis obligé de céder un peu à la mode pour le public, vous voyez, personne n'est parfait. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut envisager des possibles, parce qu'effectivement, je peux pas commencer un livre en disant, écoute, ils se sont tous fait liquider à la fin, ils ont quand même tous été idiots, et la preuve, c'est que Hitler a gagné, sinon personne ne va lire le livre. Donc je dis, oui, il y avait quand même probablement d'autres possibilités, etc. Et tandis que Staline, lui, s'organisait pour nous débarrasser des nazis. Voilà. Alors, bon, ça mériterait discussion, mais pour répondre à la question... résumais. Non, alors, David Mühlmann, qui a posé une bonne question, et qui pourra d'ailleurs en reparler s'il vient, je crois, bientôt. Justement, alors je cite le bouquin qui venait de sortir, qui est sorti en même temps, mais bon, j'avais eu le plaisir de l'éditer, donc je l'avais eu avant, parce que ce que tu dis dans ton livre sur le moment opportun de Lénine, c'est qu'il y a une pensée stratégique sur toute une série de choses. Quand est-ce qu'il faut prendre le pouvoir? On ne prend pas le pouvoir pour prendre le pouvoir dans l'absolu, on analyse une situation concrète, etc. Bon, ce qui est vrai, c'est marrant parce que j'ai fait relire le manuscrit à des collègues et amis, certains connaissant parfois même mieux certaines réalités que moi. Ça, c'est un passage qui a plu à personne, mais je l'ai quand même laissé, c'est pas grave. Je dis oui, alors, il y a quand même un truc sur la Révolution, c'est qu'il n'y a pas, entre guillemets, de Lénine allemand. Quoi que vous pensiez que Lénine c'est le pire de tout, etc. Parce que parmi tes collègues, il y en a beaucoup qui pensent. Il y en a beaucoup qui pensent que quoi, qu'il n'y a pas eu Lénine. Non, qui pensent que Lénine est le pire de tout. Non, c'est pas ça, mais l'idée selon ce qu'ils n'aimaient pas, c'est l'idée selon laquelle on va dire ah oui, il n'y a pas d'élite révolutionnaire, il n'y a pas de grands penseurs, donc c'est ça qui est important parce que les historiens sont souvent à dire il faut prendre les choses par en bas, les structures, machin. J'entends bien, mais il y a quand même effectivement. On ne peut pas non plus résumer les choses de manière trop schématique. Mais puis si on raisonne en termes de direction révolutionnaire et autres, il est vrai que ce sont, notamment si on fait l'histoire du KPD, ça virevolte un peu dans tous les sens. Un coup c'est très unité avec les sociodémocrates, un coup c'est très gauchiste.
D'ailleurs, c'est l'international communiste qui est responsable. Parfois, quand on voit Béla Kun qui fait un peu n'importe quoi, qui croit qu'il va rejouer la partie hongroise en Allemagne, il y a des côtés tragiques même, parce que ça, du coup, les gens se font buter. Enfin, Oui, non, mais les militants ouvriers qui sont des braves gars qui suivent les consignes. L'heure de grève générale en retard, il y en a quelques-uns en 23, c'est horrible. Il y a des grèves générales qui marchent localement, d'autres pas du tout, et ils se font réprimer après leur nom. Et voilà, donc il y a ça. Mais il est clair que, et alors ça pour le coup, puisqu'on a dit du mal de Max Weber, on va dire un peu de bien. Non, mais il y a le côté l'analyse de la bureaucratie allemande sur la longue durée, des structures profondes de l'Allemagne impériale qui font que, je sais pas comment dire, l'Allemagne, pour le coup, c'est pas la Russie, c'est-à-dire que toute une partie même des gens intelligents, capables d'avoir un raisonnement stratégique, ont été captés du côté du pouvoir plus facilement qu'en Russie, où, tu vois ce que je veux dire, les universités étaient beaucoup plus corsetées, les révolutionnaires partaient en exil, analysaient de multiples réalités dans multiples pays. Il y a beaucoup moins ça. Je sais bien que Rosa Luxembourg a été exilé aussi, mais c'est pas les mêmes... voilà. Et je pense que parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui étaient attachés à la Grande Allemagne et tout, mais bon, l'Allemagne de Bismarck, tu dis Staline a industrialisé le pays, et moi je disais, ça a impressionné beaucoup de gens. Mais Bismarck, à la fin du XIXe siècle, ça impressionne énormément de gens dans le monde. Il a sorti l'Allemagne de son trou, qui était des dizaines de principautés. Il crée les premières lois sociales, la première sécurité sociale. Mais oui, l'impôt sur le revenu. Ouais, ça a été bloqué en France pendant des années. Ça a été voté en 1914 in extremis. Un projet de loi de sénateur de la Sarthe. Je sais ce que je sais parce que je suis sartois, donc je connais bien cette histoire. Mais bref, l'impôt sur le revenu. Bref, 1891, le premier impôt sur le revenu en Prusse. Donc très précurseur dans à la fois une sorte de démocratie limitée, semi-autoritaire, des lois sociales. On corsette le mouvement ouvrier. On interdit, mais pas totalement. On lui laisse un groupe parlementaire. Et à ce moment-là, c'était un modèle. Et donc, même des élites qui, là je te fais de l'histoire fictive, des gens très intelligents qui auraient pu être de l'autre côté dans un autre camp politique, ne l'ont pas été parce que tout ça a suscité l'admiration et la réussite. C'était pas comme les Romanov roulants, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Je pense que ça a joué son rôle. Je ne sais pas si tu le connais. Je connais, mais je l'ai pas lu sur Louis Dumont. Ça, ouais. c'est à lire. Voilà, Parce alors, que tout ce que Louis tu es en train Dumont, d'expliquer, l'idéologie allemande, France-Allemagne et retour. avec Oui. le témoignage des mecs comme Thomas Mann, etc., Ouais. t'explique l'idée du holisme allemand. Oui. Hein, Et puis, puis, culture, civilisation, voilà, etc. qui, pendant toute la propagande de guerre, par c'est rapport voilà. au socialisme français et qui est derrière tout ce que tu en es en train d'expliquer. Donc, je pense un livre dont je recommande la lecture à tous. Voilà, donc je le mettrai à l'écran. Ça ne répond pas à tout, mais je pense que c'est un vidéo. élément à prendre en compte. Il faut savoir, je regardais ça pour un tout autre truc. J'étais à un colloque là sur les histoires de Marx, l'orientalisme, un peu, donc les trucs un peu à la mode. Et je disais, mais vous savez, l'Allemagne unifiée en 71, même au début, Marx et Engels disent, bon, bah c'est pas si mal, parce que l'Allemagne est unifiée, bon, c'est pas nous. Mais quand même, et quand vous regardez les interventions au Parlement allemand de Bebel et Liebknecht, le père puis le fils d'ailleurs, enfin c'est le père d'un président, ils disent toujours pour se justifier, disant « Ah mais bon, l'unité allemande c'est formidable, bon c'est pas nous, c'est Bismarck qui nous a interdit, hein, mais quand même, voilà. » Et donc, et vous savez, si vous regardez... L'unité allemande sous le magistère de la Prusse. Voilà, évidemment. Bon, non, il mais, faut peut-être le préciser. Non, mais bien pour sûr, les oui, jeunes effectivement, auditeurs. tout à fait. Oui. Qui a donc ruiné les autres projets, par exemple, les projets qui auraient été austro-allemands, plutôt catholiques, sud-allemands, enfin voilà, il y avait d'autres projets, mais Bavarois, Autriche, voilà, etc. Bon, tout ça n'a pas eu lieu, mais vous voyez, même si vous regardez le développement, je connais pas très bien, mais je lis pas mal de livres sur d'autres pays pour essayer de comprendre les interactions. L'ère Meiji au Japon, donc dans les années 1860, la phase de modernisation industrielle du Japon, les élites japonaises, j'avais regardé ça pour l'influence il y a un peu l'influence de la République, enfin de la Révolution française, il faut moderniser, hein. Mais ce qui leur plaît le plus, une partie, c'est la Prusse. Ils disent, mais regardez, eux, ils font un peu ce que les Français ont réussi à faire avec la Révolution française, mais regardez l'industrialisation. Les chiffres d'industrialisation de la Prusse, enfin de la Prusse allemande du coup, en 20 ans, j'ai fait ça en cours, en plus les tonnes et les tonnes de charbon et tout, en 20 ans. Et donc, c'est ça l'Allemagne, qui arrive en guerre en 14. C'est encore ça l'Allemagne. Et donc, je veux dire, la défaite est d'autant moins bien vécue que c'est un pays... Je dis pas que les pays qui battus militairement le vivent mal, hein, de manière générale. Mais là, si vous voulez, c'est tellement antinomique avec tout ce qui s'était passé avant dans l'esprit de beaucoup, y compris d'intellectuels, de gens... Tu vois, une partie des bolcheviks, c'est des intellectuels en rupture, exilés et autres. Je pense qu'il y a des sortes de bolcheviks qui n'ont jamais apparu parce qu'ils ont été happés et fascinés par tout ça. Peut-être. Je ne peux pas le démontrer empiriquement, mais je crois que c'est un élément.
Un élément important. Avant de te laisser la parole pour une conclusion, il y a un truc, tu l'évoques dans le livre, hein, vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, et qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que l'Allemagne, déjà avant la guerre de 14, n'était pas une puissance coloniale comparativement aux Français et aux Anglais à cette époque-là, et elle l'est encore moins évidemment après. Or, c'est quand même quelque chose de très important, c'est donc un pays très industriel qui ne peut pas compter sur la manne coloniale, contrairement aux Anglais, mais surtout aux Français. Oui. Ça, Annie Lacroix l'explique très bien. Le patronat français fait lui aussi du big business avec Hitler et compte sur lui pour lui laisser les mains libres à l'Est, parce que lui, il n'en a rien à foutre de s'emmerder avec les embarras de la production, de l'industrie. Ça, c'est les Allemands qui vont s'occuper de ça. Nous, on a nos colonies, on a notre empire. Mais les Allemands, ils n'en ont pas, et ils n'en ont plus en tout cas. Le peu qu'ils avaient, qui était la Mitteleuropa, justement. Un peu en Afrique, mais après-guerre, ils n'avaient plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. C'est un article du traité de Versailles. Ça, c'est quand même important de comprendre, parce que nous, notre empire colonial, il va durer jusqu'à 1960. Faut quand même avoir ça présent à l'esprit. Hein. D'où effectivement ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté l'orientalisme, il y a le bolchevisme, la Russie, et il y a la perte de l'empire colonial. Je vous dis, c'est intéressant, je ne savais pas avant de bosser sur le livre, je savais un peu mais pas tant que ça. Il y a vraiment des associations, c'est très à la mode maintenant, la mémoire coloniale, parce qu'il y a des noms de rues qui ont été enlevés en Allemagne, parce qu'il y avait vraiment des gens qui avaient fait le génocide des héros, enfin des trucs... voilà, et du coup on se rend compte qu'effectivement dans les années 20, il y a même des almanachs avec des belles images, quelles étaient belles nos colonies, mais c'est marrant parce que pour nous c'est les nostalgiques de l'Algérie française des années 60-70, c'est l'aile droite des pieds noirs, vous voyez, mais en fait il y a ça en Allemagne dans les années 20. Dans ceux qui sont nationalistes et qui vont se radicaliser, il y a ça. C'est une histoire plus courte, c'est un empire colonial moins grand, mais bon, pour ceux qui dirigeaient le Cameroun, c'était quand même, c'était important, les fonctionnaires allemands. Il y avait des comptoirs en Chine, la bière Tsingtao, là, pourquoi ils ont de la bière dans cette seule bière chinoise? C'est des Allemands qui l'avaient amenée, voilà. Donc, et ça, dans l'imaginaire allemand, c'est très présent. Nous sommes un grand pays, déchu, et donc on est avec nos petites images, nos petites cartes postales du Cameroun, de la Namibie, enfin de tout ce qui était territoire allemand, et qui n'était pas totalement dérisoire. Alors c'était le 4e ou le 5e empire colonial, si je dis pas de bêtises, je l'ai dans le livre. Mais pas non plus, rien à voir avec britannique et français dans un terme de taille, mais c'était la place au soleil. Alors quand on vient de la Prusse, le soleil est rare, donc c'était la place de c'est plus du prestige qu'autre chose, tandis que pour les Anglais, comme pour les Français, c'était un élément fondamental de l'économie générale et de la démographie. Mais il n'était pas possible pour une grande puissance européenne de ne pas avoir un bout d'Afrique. Même d'un point de vue des représentations. Exactement, pour des raisons ne serait-ce que symboliques et de prestige. Le Portugal, les Néerlandais, la Belgique, c'est pas des grands pays, mais il y avait chacun des territoires. Bref. On aura certainement l'occasion d'aborder ce sujet. Comme on arrive aux dernières secondes, je vous invite à complimenter notre auteur. Merci à vous, merci de vos questions.